Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous sommes le 11 mai, une date très attendue. Finalement, est-ce que ça change beaucoup de choses pour vous? Dites-le nous, 0826 300 300. Est-ce que vous avez peur de retourner travailler? Est-ce que vous avez mis vos enfants à l'école? Bref, le déconfinement aura-t-il lieu? La France est-elle prête? Et puis, les Français qui sont extrêmement critiques. Ce sondage dans le Figaro ce matin, les Français sont les plus critiques d'Europe envers leurs dirigeants et leur gestion. On en parle avec un Européen, Matteo Ghisalberti, bonjour, rédacteur en chef de Putsch, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien, Matteo? Oui, ça va, et vous? Eh ben très bien, voilà, je vous vois. Nous sommes tous sur sudradio.fr. Vous pouvez nous voir. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Bonjour et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Valérie, bonjour éthique. Bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent. Je vous rappelle, appelez-nous pour témoigner, pour nous dire ce que représente ce 11 mai. J'ai entendu dans le journal Jour historique. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, et on l'a vu dans la première heure, qui sont toujours chez eux, soit en télétravail, soit des enseignants qui ne reprennent pas le boulot. Matteo Ghisalberti, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule, comme d'habitude, parce que Oui. j'ai entendu les déclarations et du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ce matin sur CNews, et toujours sur CNews, les déclarations d'Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la mairie de Paris, qui ont dit, Emmanuel Grégoire a dit qu'il faut se convertir au vélo, et puis Djebbari a dit que il y a un vrai engouement pour le vélo. Alors, très bien. Sauf que moi, j'en ai marre des discours idéologiques pour empêcher les Parisiens et les Franciliens de bouger, d'aller travailler, parce qu'il y a beaucoup de gens on vous entend pas. Le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui devront continuer à utiliser leurs moyens de transport personnel, donc les voitures. Tout le monde aimerait bien faire plus de vélo, tout le monde aimerait bien avoir plus de pistes de vélo, etc. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible. Déjà, parce que pourquoi on doit imposer une chose idéologique qui est le vélo, qui répond à des exigences électorales, alors qu'on sait parfaitement qu'on n'a pas assez de masques, que le service de transport en commun à Paris ne sera pas au rendez-vous pour 1000 raisons. Plutôt qu'avoir le 50% ou 100% de l'offre de transport en commun, on devrait avoir 150 parce que on permettrait aux gens d'être plus éloignés, plus distanciés. Donc, moi, j'aime bien le vélo. Et puis la voiture qui sera protectrice quand même des différents contacts. Mais c'est vrai que ça concerne beaucoup Paris, l'agglomération effectivement de l'Île-de-France. Je pense qu'en province, la question du vélo se pose peut-être moins. Je ne sais pas si notre ami Jean-Luc Benamias veut dire un mot. Oui. Je vais seulement dire une chose. C'est bien le vélo. J'aimerais aussi acheter des vélos qui sont made in France ou made in Europe à la limite, alors que on sait parfaitement que ça aussi, ça sera un gros, un gros budget qui sera envoyé. Et d'ailleurs, pour confirmer ça, effectivement, il demande de prendre le vélo parce qu'on n'arrive pas à transporter les salariés. Et moi, ce qui m'a suffoqué, c'est que ils ont suggéré le covoiturage. Alors, pardonnez-moi, mais dans les entreprises, on ne doit pas prendre l'ascenseur, on doit prendre l'ascenseur chacun à son tour. On a calculé dans certaines entreprises que le dernier salarié qu'il a pris arriverait à 5 heures à son étage, dans les boîtes nombreuses. Et on doit avoir une distanciation terriblement rigoureuse, etc. Mais du covoiturage avec quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, je veux dire, là, dans un habitacle clos, à moins de laisser peut-être toutes les fenêtres ouvertes et encore, ça me paraît encore une fois extrêmement contradictoire. Donc, en fait, ils ont essayé, pour rejoindre ce que vous dites, ils font n'importe quoi pour éviter que les gens soient dans les transports parce qu'ils n'en ont pas, et vous avez parfaitement raison. Non seulement il ne fallait pas en mettre moins, mais il fallait en mettre beaucoup plus. Oui, on va favoriser le télétravail encore plus.
Oui, alors ça, ils l'ont beaucoup. Alors ça aussi, ils l'ont quand même beaucoup fait. Plus personne ne veut quitter le télétravail. Plus personne ne veut quitter le télétravail. Ça va être un problème. Hein. Oui, absolument. Oui, Jean-Luc Benamia, sur cette idéologie de la bicyclette. Je ne vois pas où il y a de l'idéologie là-dedans. Moi, je m'excuse, depuis 1995 et la grande grève des transports RATP et SNCF en 95, le vélo, on s'est aperçu qu'il était utilisé pour aller au travail et que beaucoup de gens l'utilisaient. Alors, on ne demande pas à tout le monde de faire du vélo. Valérie, oui, parce qu'on dit qu'on doit se convertir au vélo. C'est les paroles de n'importe qui, c'est pas obligé. Donc voilà, très bien. Après, il y a heureusement, on aura un PV si on n'a pas de vélo bientôt. J'ai pas terminé, je polémique pas là-dessus. Allez-y, Jean-Luc. Clairement, il y a beaucoup de grandes villes en France. Hein, j'ai pas toutes les citer, mais évidemment, pour le monde rural, le vélo, c'est bien par rapport au village. Très bien. Mais dans les grandes villes, il y en a un paquet. 80% des gens vivent dans des villes moyennes et dans des grandes villes. Eh bien oui, en ce moment, le vélo, le deux roues, la patinette, c'est extrêmement utile. Et puis alors, par rapport à tous les gestes qu'il faut faire pour ne pas contaminer les autres, c'est génial. C'est pas pour rien d'ailleurs que le premier... Non, c'est vrai. Le premier sport collectif que vous verrez revenir en France et à l'étranger dans les compétitions dès début août ou dès fin juillet, c'est les courses cyclistes. Il y en aura un paquet en août, en septembre, en octobre, en novembre. On va tout voir. Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. Attendez, vous êtes optimiste. Attendons de voir parce que les tours cyclistes, les gens sont massés sur le bord des routes. Les cyclistes sont les uns contre les autres dans le peloton. C'est pas. Mais non, je vois pas le mal partout. Je suis prudente. Bon, on va changer de sujet. En tout cas, c'est un coup de cœur un coup de gueule qui a fait débat. Alexis Poulain, on vous a pas entendu. Vous avez votre vélo, c'est ça ? Mais non, si j'aime le vélo, je trouve que c'est très bien, mais il faut pour ça organiser les mobilités que sont celles du vélo, et puis ne pas punir ceux qui n'ont pas d'autre choix que prendre la voiture. Parfois, c'est le cas quand on a des enfants bas âge ou quand on ne peut pas faire de vélo pour des raisons. Ou on est handicapé, ou on est âgé. Donc, on ne peut pas pénaliser les uns pour les autres. Donc, c'est compliqué. Il faut partager l'espace en ville. Je ne crois pas que réduire l'espace de stationnement soit une bonne idée, sachant que l'offre de transport en commun ne fonctionne pas à plein encore et qu'on est loin de transport en commun idéal en Île-de-France. Et à Paris, les PV reviennent. Les PV reviennent. Ah bah oui, on ne va pas se priver d'une manne pareille, évidemment. Et on rappelle pour le vélo, et c'est Claudine qui nous le dit, qu'il faut pouvoir faire du vélo et c'est pas facile quand on a des problèmes de santé. Absolument. Et c'est sûr. Absolument. Comment c'est pas obligé ? Bah oui, mais quand vous n'avez pas... On n'est pas obligé de faire du vélo. C'est obligatoire le vélo, heureusement. Non, heureusement, pas encore. Alexis, un coup de gueule, c'est ça ? Oui, alors je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que c'est un personnage télévisuel, hein, j'ai peur pour sa santé, c'est Michel Simès, le bon docteur Michel Simès, médecin de la cour et du roi, qui revient à la télé. Hein. Il était parti pour retourner à l'hôpital Pompidou aider les soignants, il l'a quitté début mai, je crois, et là il veut tordre le cou aux idées, aux bêtises qui ont été dites durant la crise du coronavirus. Et ben, lui n'était pas en reste quand même, et je trouve ça gonflé de revenir à la télé pour faire du fact-checking, comme on dit, alors qu'il parlait de grippette, alors qu'il disait qu'on n'allait pas faire de communiqué de presse pour chaque malade de la grippe. Franchement, j'hésite entre l'admiration pour autant de culot et de je m'en foutisme ou l'atterration de voir que finalement, on n'en a rien à faire. Quand on a la parole, finalement, on peut la prendre pour dire n'importe quoi. Michel Simès en est la preuve incarnée. Bravo à lui. Mais allez-y, Sophie de Menton. Je vais renchérir parce qu'il y a peut-être Michel Simès, mais il y a pire que tout, c'est la CGT. Ouais. Parce que, alors là, voir s'exprimer la CGT, aujourd'hui, c'est devenu un fléau national. C'est un vrai fléau. Je veux dire qu'ils sont ils sont contre la reprise du travail tout court, qui y est d'ailleurs ou pas d'épidémie. Hein, il ne faut pas bosser. Ils ont fait fermer une usine avec 1900 salariés au chômage. Et vous savez pourquoi ? Parce que la convocation, tous les syndicats étaient d'accord, les mesures pour Renault étaient parfaitement prises, etc. Sauf que la convocation avait été faite par mail. Et alors, dans le genre,
absurde, il y a non seulement la CGT, mais il y a le jugement qui a été rendu. C'est-à-dire que le juge a jugé que c'était illégal, effectivement, parce que la convocation avait été faite, non pas par lettre commandée, alors qu'il n'y a pas de postier d'ailleurs, mais avait été faite par mail. Et pour comble de tout ça, pour couronner tout ça, la CGT a fait une affiche scandaleuse, plutôt sadomaso, avec Geoffroy Roux de Bézieux et un autre syndicaliste, je crois que c'était Laurent Berger. Une affiche absolument hallucinante. Et je trouve dramatique. Alors évidemment, la CGT nationale a condamné. Je ne vois pas comment on pouvait ne pas condamner. Mais je trouve ça dramatique parce que je pense qu'on est à un stade où on ne peut plus avoir la CGT en France. Je veux dire, un syndicat comme ça, Alors, il faut trouver une solution. C'est énorme, c'est énorme. Je rappelle juste que la CGT, c'est en gros, dans les élections syndicales, entre 25 et 30%. Et parfois, d'ailleurs, ils sont majoritaires à eux tout seuls. Alors, non, mais de qui 30% de qui Alors, c'est comme ça, le syndicalisme en France, il est compliqué. Nous avons 8 confédérations syndicales, c'est beaucoup, selon les endroits. Alors, évidemment, cette histoire d'affiche était absolument odieuse. Heureusement, la CGT nationale l'a dénoncé. Et par ailleurs, cette histoire de procès ou de directives dans une usine n'est pas le cadre général de ce qui se passe en France. Je ne peux pas entendre, je ne peux pas laisser entendre. 1900 personnes arrêtées au chômage. Oui, mais c'est pas l'ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je veux dire, les syndicalistes en France, quels qu'ils soient, et de la CFTC à la CGT, en passant par les autres, mais si. L'ensemble syndical signe, je le rappelle, près de 86% des accords d'entreprise. 86%, dont la CGT. Ouais. Et Sophie, la CGT est très présente. On a un auditeur qui nous dit, bon, sors de ta montagne, Sophie, tu verras que les postiers sont présents. Il y a des professions qui sont extrêmement syndicalisées et qui ont repris le boulot. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est parti. Non, mais très sincèrement, les deux anecdotes, mettons que ce soit des anecdotes entre guillemets, récentes, sont quand même dramatiques pour la CGT. Et je le regrette infiniment. 30% de qui, de quoi? On a un vrai problème. Parmi les autres problèmes d'ailleurs syndicaux en France, de non-représentativité, de syndicats qui sont politisés, c'est un problème. Est-ce qu'on vient de vivre dans une période aussi difficile, dans une usine qui a tout fait en arrêtant les gens au moment de leur prise du travail et pas supportable? Ils sont autant représentatifs que les milieux politiques. La participation aux élections syndicales est égale à plus de 60% généralement. Donc c'est aussi voilà. Donc la France va très mal. Allez, on va en reparler. Alexis, quand même des réactions sur votre coup de gueule contre Michel Simès, où certains de nos auditeurs disent c'est facile de donner des leçons après coup. C'est vrai qu'il n'a pas été le seul, qu'il y a d'autres médecins qui se sont trompés. Donc voilà quoi, il s'est excusé, il l'a dit qu'il s'était trompé. Après on peut faire tous les procès qu'on veut. Je pense que personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé là. S'il fallait virer tous les gens qui ont tort, il n'y aurait plus personne nulle part. Ou qui ont dit des conneries. Au-delà d'avoir tort, c'est le ton péremptoire de dire des conneries et de l'assumer. C'est génial, c'est le nouveau monde, quoi. C'est vraiment. Mais il s'est excusé après. Oui, non, mais d'accord, mais c'est un épiphénomène. C'était juste pour dire. Non, mais il n'est pas le seul. Non, mais il n'est pas le seul. Et refaire le match après, c'est toujours plus facile. Non, mais le problème, c'est que je rejoins un petit peu ce qu'il dit Alexis Poulain. Le problème, c'est que ça dépend qui émet ces bêtises, dans le sens que d'autres personnes, si c'était permis de dire des inepties sur la nature du Covid, elles auraient été... on vous entend plus. Là, on a eu toute une session de déclarations. Là, on a eu toute une série de déclarations comme celle avouée par la collègue de Michel Simès, qui a dit que oui, là, on a menti sciemment sur les masques. C'est un peu désolant de voir. On va se retrouver dans un instant et Jean-Luc Benamias, vous aurez votre coup de gueule également au retour. Pub 0826 300 300. Qu'est-ce qui change pour vous en ce 11 mai? Appelez-nous pour nous le dire. À tout de suite. Avec vous pour le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Alors Jean-Luc Benamias, c'était un coup de gueule en ce 11 mai. Oui, c'est un coup de gueule. Ou un coup de cœur d'ailleurs. C'est les deux à la fois.
Je trouve qu'on rouvre les magasins, on rouvre les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés, d'ailleurs certains, et on dit aux bars et aux restaurants, non, vous ne pouvez pas ouvrir. Je l'ai déjà dit dans ces émissions. Moi, je fais confiance à nos concitoyens, et je pense que les bars et les restaurants, au cas par cas, à voir avec les élus locaux, le maire, pourquoi pas aussi les préfets, de voir comment on pourrait rouvrir un peu plus rapidement un certain nombre de bars et un certain nombre de restaurants, qui souvent ont de la place, hein, il y a des terrasses et ainsi de suite, qui fait que c'est quand même une profession assez importante, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il y a des centaines de milliers de salariés. Je trouve que c'est bizarre, voilà, c'est étonnant, et moi je suis pour que dans un certain nombre d'endroits, si ce n'est quasiment dans tous les endroits, on puisse progressivement ouvrir les bars avec les distances. Oui, mais Jean-Luc, oui. Et Jean-Luc, c'est très juste, mais vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Il faut faire confiance un peu au bon sens et à la responsabilité des gens. Et ça, c'est hors de question. Et quand je vois les consignes d'un club de tennis, consignes obligatoires, qui disent qu'on peut jouer en plein air, c'est normal, qu'on joue en simple, à la limite, c'est normal, mais qu'on doit marquer ses propres balles pour pas toucher les balles de l'autre. Je veux dire, on est dans une espèce de crescendo délirant, et je suis d'accord, on aurait pu même imaginer d'autoriser d'abord les terrasses. Pourquoi pas? On aurait pu jouer là-dessus, mais ce qui est terrible, c'est que plus on avance, plus l'État pour se couvrir. Et le vrai problème, c'est que l'État a peur des procès, a peur de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Il y en a énormément qui couvrent. Et donc, les gens ne veulent plus prendre de responsabilités. Et pour ça, pour se couvrir, ils rajoutent de plus en plus de contraintes qui sont inutiles et néfastes économiquement. Donc, je suis d'accord sur les restaurants. Il faudrait que les maires puissent observer ce qui se passe. Il faudrait une subsidiarité pour prendre les décisions. Alors, peut-être un mot, oui, sur c'est une question extrêmement complexe pour bien connaître ce secteur. Les restaurateurs vous expliquent que c'est quand même extrêmement compliqué et que le risque d'un reconfinement serait pour eux un arrêt de mort pour certains établissements. Donc, de nombreux établissements également disent qu'il vaut mieux être prudent dans un premier temps. Mathéo, et puis après Alexis, Mathéo Ghisalberti. Je me permets une intervention tout simplement parce que j'ai vu que dans la presse italienne, on parle par exemple des efforts que les maires des villes italiennes essayent de faire, par exemple, pour permettre l'occupation de l'espace public par les terrasses des cafés qui donc peuvent arriver aussi sur je ne dis pas sur des rues, mais en tout cas sur des zones de passage qu'avant on considérait pas. Tout cela pour distancer encore plus les personnes et permettre un petit retour à la normalité. Mais en même temps, il faut toujours effectivement être très prudent. Mais c'est vrai qu'on devrait essayer de permettre aussi au moins, je sais pas, j'ai pensé une espèce d'espace à emporter, au moins du café pour certains bars. Faut aussi dire que certains emporter, bars, c'est déjà possible. Hein. Certains s'y sont remis comme ça. Justement, Alexis Poulain. Où est-ce qu'on le consomme? Heureusement qu'il y a des. Non, on le consomme chez soi parce que il y a des restaurants qui font. Ils travaillent avec les gestes barrières, ils sont équipés et quand on a la place et qu'on peut le faire, il y a beaucoup de restaurants qui sont restés ouverts et qui ont fait de la vente à emporter. Enfin, quelques-uns. Mais c'est vrai que le secteur du tourisme et de la restauration pose une vraie question quant à sa capacité à encaisser le choc, au-delà du choc sanitaire, le choc économique, parce que on voit bien que déjà le tourisme ne sera pas international, il y aura un manque à gagner énorme en France notamment, parce qu'on n'aura pas les touristes étrangers avant longtemps. Et puis après, il y a la façon de réouvrir et est-ce qu'on est capable effectivement d'avoir des gestes barrières. Alors, il y avait des villes qui proposaient de multiplier les terrasses, en fait. C'était de dire que les restaurants s'ouvrent et qu'ils aient le droit d'avoir des terrasses. Parce qu'à Paris, il faut rappeler que c'est extrêmement difficile. Exactement. Les règles sont difficiles. Il faut une petite table et il faut laisser 1 mètre. Mais Alexis, c'est plus facile. C'est plus facile. Déconfiner les tables. Voilà. Mais, Alexis, c'est plus facile de dire on ouvre rue de Rivoli au vélo et plutôt que de dire on permet aux restaurateurs de faire même d'une manière. On peut ouvrir rue de Rivoli au vélo et aux restaurateurs et dire écoutez, vous avez un restaurant, on va faire des espaces terrasses un peu partout où on peut.
pour que bien, vous puissiez faire ce que vous... Mais ce que disait Jean-Luc, c'est plus facile en province. Et c'est vrai que, revenons à ce 11 mai, et ce paradoxe qui est de dire il y a une zone rouge et une zone verte, ça ne change rien du tout pour qui que ce soit. Je veux dire, à part l'ouverture de certains parcs dans certaines zones, on a bien entendu tout à l'heure le maire d'Argelès-sur-Mer qui nous disait qu'il n'a toujours pas le droit d'ouvrir sa plage. Et j'entends comme une sorte de vent de libération. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on a entendu le son dans le zapping de Gilles Gansman où des Marseillais se sont réunis pour faire la fête. Non, c'est pas la libération. Il y a encore pratiquement toutes les contraintes, si ce n'est qu'il n'y a plus d'obligation de remplir cette attestation. Oui, Valérie, et vous avez raison quand vous dites ça, parce que ce qui est inquiétant, c'est que les gens croient qu'ils sont déconfinés et il y a un tel besoin, une soupape à faire sauter, qu'ils vont faire bien pire que si on avait ouvert les parcs et jardins. Ils vont aller faire la fête dans des trucs illégaux, etc., avec des boîtes de nuit en sous-sol. Ils vont se réunir dans les rues en se serrant, etc. Ouvrez les espaces verts, etc. Il n'y a pas de bon sens dans ces règles. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. On peut faire des vérifications sans mettre des amendes, d'abord tout le temps. Et il faut absolument rouvrir les parcs et jardins. C'est évident. C'est pas là qu'on va attraper le Covid. Non, mais revenons au sujet de ce 11 mai. Ça va avec les restaurants. Mais revenons au sujet de ce... Oui, Alexis. Vous n'êtes pas frappé par Alexis Poulain Oui, mais ce n'est pas la fête nationale du déconfinement, c'est la première étape vers une sortie du confinement progressive. Donc, on est loin de dire il y a des feux d'artifice, on agite les masques. Non, justement, on est en train de voir si on peut déconfiner en ordre de bataille et revenir progressivement à ce qui sera une vie normale. Mais ce n'est pas la vie normale. L'idée, c'est de reprendre une vie active, c'est-à-dire sortir du confinement, pouvoir rouvrir des commerces qui étaient fermés. Mais pour ça, il faut être sûr que la courbe d'infection ne va pas repartir à la hausse. Or, ce qu'on voit partout où on a commencé à déconfiner, eh bien, ça repart très vite. Au bout de 10 jours, la courbe repart parce que même avec toutes les meilleures volontés du monde... Non, alors il paraît que non. Je ne crois pas. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie. Et puis un premier cas en Chine. Prenons le cas Jean-Luc Benamias. Prenons le cas des Pays-Bas, du Danemark. Prenons même le cas de la Suède, même le cas de l'Allemagne. Oui, il y a des endroits, il y a des zones où il y a une certaine reprogression malheureusement du Covid-19, mais pas partout. Alors, moi, je n'ai aucune certitude par rapport à tout cela, strictement aucune. Je suis de ceux quand on posait des questions de sondage, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez pas? Ne sais pas, regarde avec intérêt tout ce qui se passe. Mais ce que je regarde en ce moment, quand je regarde ce qui se passe notamment au niveau de l'Union européenne, non, là, il ne semble pas, je pèse mes mots, qu'il y ait une recrudescence énorme dès qu'on a arrêté le déconfinement. Je suis d'accord. Chaque pays européen a eu des règles très très différentes. Notamment, il y a très peu de pays européens, en dehors de la France, qui ont mis des amendes partout. On a un taux d'amende en France qui dépasse maintenant, sans doute, qui doit avoisiner les 2 millions. C'est énorme. Et on continue avec cette histoire des 100 km. Tout ça est assez, dans le cadre des libertés publiques, me pose largement des questions. Il n'y a pas que celle-là, d'ailleurs, sur la liberté publique. Oui, alors on va y revenir, on va en reparler avec vous, 0826 300 300. Qu'est-ce qui change pour vous en ce 11 mai? On y revient dans un instant sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité de ce déconfinement progressif. Le vrai déconfinement, c'est pour un petit peu plus tard. Il faut attendre de voir et être prudent. On est ensemble avec Matteo Ghisalberti, Sophie de Menton, Alexis Poulain et Jean-Luc Benamias. Vous parliez d'amendes. Sophie, tout à l'heure, vous disiez les amendes reviennent. Elles n'ont jamais arrêté. Un auditeur m'envoie une photo de policier il y a 15 jours qui verbalisait. Il y a des nouvelles amendes. Qu'est-ce qui va changer pour vous, 0826 300 300? Oui, moi je suis un peu sidérée. Alors peut-être que c'est la responsabilité des médias aussi qui fanfaronnent autour de ce jour de déconfinement. Visiblement, il y a encore beaucoup de contraintes, dont les 100 kilomètres. Est-ce que et puis les transports, les écoles, sur la base du volontariat. Matteo, vous vouliez réagir, vous vouliez parler de l'Italie justement. On parlait du virus qui reprend ou pas dans certains endroits. En Italie, par exemple, pour cet été, on a déjà imaginé de passer les vacances dans sa région.
Donc, la limitation de la circulation ne sera pas sur 100 km, mais de toute façon dans l'espace régional. Et apparemment, c'est plutôt strict l'application de cette règle, parce que même maintenant, on peut pas sortir de sa région. Et j'ai vu passer dans la presse italienne les histoires de familles qui se retrouvent à la frontière parce que l'une habite dans une commune d'une région et l'autre dans l'autre, donc ils se retrouvent à la frontière. Bon, c'est un peu anecdotique si vous voulez, mais effectivement, il faudra penser rapidement à une façon pour permettre surtout au tourisme et aux restaurateurs de pouvoir ouvrir. Moi, personnellement, si je pouvais aller au restaurant, je serais très content. Je serais même disponible à partir avec mes couverts pour avoir une contrainte de moins à imposer aux restaurateurs. Mais j'espère aussi que les autorités, notamment les maires, n'oublieront pas on vous entend, il y a des petites coupures. Avec une suspension des impôts locaux pour notamment l'occupation des sols, etc. Ça serait très important parce que les restaurateurs vont en pâtir et le monde du tourisme plus en général. Je trouve qu'il y a quand même une forme de disproportion. On devient fou. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a encore plus peur qu'avant parce qu'il faut sortir. Donc, il y a une espèce de disproportion. On est conscient maintenant, je pense, Sophie. Pardon ? On a conscience du danger maintenant. Mais alors je trouve qu'on a presque... Alors, je fais attention à ce que je dis parce qu'il ne faut pas prendre de risques. Autant je suis absolument convaincue qu'il faut respecter ces consignes, autant il faut quand même remettre un peu les choses à leur place. Quand vous regardez les taux aujourd'hui, le virus est quand même, j'espère que je ne me trompe pas, mais d'après tout ce que je lis, c'est quand même en baisse. Je pense que même s'il y a quelques cas, ils sont moins graves. On découvre des façons de soigner différentes avec le retour des médecins généralistes qui enfin se mettent à soigner les malades au lieu de dire c'est hôpital ou Doliprane. Et je trouve que quand on regarde un petit peu la courbe de ceux qui vont être très malades s'ils l'ont, voire en mourir, elle est infinitésimale. Donc je pense qu'il ne faudrait pas non plus qu'on arrive à une psychose nationale, européenne ou mondiale. C'est encore autre chose. Il y a d'autres pays où c'est encore très grave. Mais on a, je pense, une disproportion majeure entre cette peur, cette maladie et les conséquences économiques. Je vais vous dire, pendant 5 ans, il y a des gens qui vont mourir de faim, qui vont mourir en particulier en Amérique du Sud, et beaucoup plus qu'on a des chances de mourir dans nos pays. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument veiller à l'économie et je veux pas que nos auditeurs me traitent encore de sac capitaliste de droite, parce que c'est pas du tout pour ça. Je n'ai rien à faire. C'est parce que je pense que vraiment les gens vont souffrir et qu'il faut reprendre le travail et il faut arrêter. On a une disproportion absolue entre les risques que nous courons avec cette maladie et les risques économiques. Alexis Poulain a tout à fait raison. Il y a eu une volonté de faire peur pour faire comprendre la gravité de ce virus, parce qu'au début, effectivement, il y a eu des gens comme Michel Simès et d'autres qui relativisaient, parce qu'on ne savait rien de ce virus. Malheureusement, entre ce que les autorités chinoises ont bien voulu nous dire, ce qu'on a bien voulu entendre, ce que disait l'OMS, les Italiens qui étaient nos voisins et ont regardé en disant « Oh, dis donc, c'est quand même sévère en Italie », pensant que ça n'arriverait pas en France. Il y a eu une inconséquence globale. Donc, on a fait peur. Maintenant, il faut sortir de la peur. Or, une fois qu'on a fait peur, c'est compliqué d'en sortir. Et puis, on rajoute des couches de peur. Moi, j'en peux plus de voir des drones se multiplier pour dire aux gens de rester chez eux. C'est quoi ce délire ? C'est ridicule. L'économie de la surveillance qu'on est en train de mettre en place pour continuer de faire peur, mais même l'appli Stop Covid, qui est une usine à gaz qui va fonctionner, mais très mal, ou qui ne devrait pas fonctionner, mais qui est ridicule pour essayer de pister des gens, alors qu'on pourrait faire autrement. Ou je ne sais même pas si c'est nécessaire, mais ça rassure de dire on fait une appli, donc on va savoir où on en est, alors qu'on est incapable de faire du tracing en réalité aujourd'hui pour savoir d'où viennent les patients zéro en France. On a quelques idées, mais maintenant on commence à parler, les langues se délient. Il y en avait dès novembre, peut-être dès décembre, et dans l'Est et dans l'Oise et ailleurs. Enfin, il y a une méconnaissance aujourd'hui de ce virus qui a fait faire n'importe quoi aux politiques de peur de faire n'importe quoi. Oui, mais partout dans tous les pays. Oui, bien sûr, mais je ne dis pas que c'est français. Il n'y a pas des drones dans tous les pays. Hein. En France, on est particulièrement apte à sauter sur la mauvaise idée. Hein. Avec la Startup Nation qui est là, dès qu'on peut mettre un peu de bidule avec des caméras, des trucs, on signe. Ça ne sert à rien, mais ça fait un nouveau marché. Et voilà, et je pense qu'il faut en sortir.
malheureusement, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et c'est vrai qu'il y a le tableau sanitaire, mais il y a le tableau économique. Et je dois dire que la crise économique qui s'annonce sera bien pire que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Oui, effectivement. On a un auditeur avec qui je converse qui nous dit, je voulais vous signaler le Pertus ce matin, vous savez, qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui a été préservé du virus. Notre auditeur s'appelle Xavier. Il m'a envoyé une photo absolument hallucinante de Français qui font la queue pour aller acheter du tabac. Donc j'ai échangé en lui disant, mais normalement, la frontière est fermée. C'est espagnol, c'est en Espagne que le tabac est moins cher. Eh bien non, je ne savais pas que le Pertus était partagé entre France et Espagne, que les tabacs appartiennent à des Français, mais que le prix des cigarettes est espagnol. Donc, il y a eu un vrai déconfinement ce matin pour aller acheter des cigarettes. Merci Xavier, à cet auditeur, de m'avoir appris quelque chose. Je connaissais le Pertus, mais je ne savais pas que les Français étaient autorisés, encore une bizarrerie de notre pays, à vendre au prix espagnol. Et effectivement, là, le déconfinement, il est bien là. Sachant, Valérie, qu'il paraîtrait que le tabac empêche d'attraper le Covid. Oui, mais il faut y aller doucement. Sauf que vous pouvez mourir d'autre chose. Hein. Oui, exact. Alors, on a un auditeur. Les patchs, les pharmaciens refusent les patchs parce qu'il y a des gens qui demandent des patchs de nicotine. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on pense à la baguette magique. Ouais. Alors, on a Nadir en ligne avec nous. Bonjour. 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 Vous vouliez nous dire ce qui change pour vous aujourd'hui, le déconfinement? Oui, effectivement. Écoutez, pour nous tous, je pense qu'il y a grande chose qui change. On a été interdit de sortie sous peine de recevoir une contravention de 135, et pour les récidivistes, sous peine même de finir en prison, comme n'importe quel délinquant, pour être simplement sorti à plusieurs reprises sans avoir l'autorisation. Et éventuellement. Alors qu'ils ont vidé les prisons, hein. Oui, mais c'est justement ça. Mais c'est là. Moi, je voulais souligner en particulier, c'est que j'ai plus l'impression qu'on vit dans un pays dans lequel les décideurs se sont rendus compte que même si les raisons pour lesquelles ils nous font faire ou ils nous imposent de faire des choses ne sont pas légitimes, à partir du moment où ils disent écoutez, c'est comme ça, nous on dit ok, et puis rien d'autre. C'est mon impression. Et j'en veux pour témoin tout ce qui se passe depuis le départ. C'est par exemple au départ, ils étaient un petit peu raides envers nous en disant on s'en fout, les gilets jaunes on s'en fout, la retraite 49.3, les soignants on tape dessus. Et là maintenant c'est s'il vous plaît, serrez-vous les coudes, faites en sorte que faut qu'on se batte tous ensemble, faut que ci, faut que ça. Et les soignants faut les aider, faut les applaudir à la porte, faut être avec eux. Comme s'il fallait attendre que ce soit, entre guillemets, le bazar pour être avec eux. Et là, aujourd'hui, même dans une période où il y a quelque chose de positif, comme le déconfinement actuel, on réussit à nous dire, écoutez, vous sortez, mais c'est pas la fête. Hein. Restez à 100 km de chez vous, allez pas plus loin. Alors qu'en réalité, le bien fondé de cette règle-là, il n'existe pas, puisque tout le pays a été touché, est touché et a été touché. Donc la restriction de 100 km, à partir du moment où on peut sortir, elle a plus lieu d'exister. Soit on peut sortir complètement, soit on sort pas du tout. Si on dit 100 km, pourquoi 100 km? Pour pas que les Lyonnais ils aillent contaminer les Parisiens? Pour pas que les Parisiens aient contaminé les Marseillais. C'est quoi? Mais c'est totalement. Vous avez d'autant plus raison que quand on Sophie de Menton est d'accord avec vous. Quand on a déconfiné et qu'on est allé en région, d'abord, il y a eu une hostilité incroyable quand les Parisiens sont arrivés. Il se trouve qu'ils n'ont pas apporté le Covid. Exactement. Bravo, qu'ils n'ont pas apporté le Covid. Et que donc, il y a eu une hostilité, il y avait des pneus crevés, on se faisait agresser, etc. Donc, il faut faire attention parce que cette peur, d'abord, n'évite pas de tomber malade et cette peur est mauvaise conseillère. On est divisé et il faudrait essayer d'être mesuré parce que aujourd'hui même, il y a ceux qui vont aller faire la bringue, faire la fête, s'embrasser, etc. Il y a ceux qui vont avoir atrocement peur et qui changent de trottoir, qui sont paniqués, etc., et qui sont violents. Donc, il y a une espèce de grand écart dans ce déconfinement et je crois que la terreur, il faudrait aussi essayer de parler d'autre chose. Il faut se déconfiner la tête un peu. Il y a un moment… Sophie, par exemple, je trouve que l'un des problèmes principaux, c'est qu'on a encore une pénurie des masques. Si déjà on avait des masques, je pense que beaucoup plus de personnes seraient rassurées. Si je peux me permettre de réagir au masque, si je peux me permettre de réagir au masque et aussi à ce que l'interlocutrice qui a très justement souligné le propos a dit juste avant,
Moi, excusez-moi, je voulais pas manquer de respect en écorchant un nom ou quoi que ce soit. Excusez-moi. Par rapport aux masques, les masques, ça a été l'attraction. Ça a été l'attraction du montage les uns contre les autres. Par exemple, dernièrement, si réellement notre but c'est de faire en sorte que tout le monde ait des masques, au point de dire Lyon, par exemple, moi j'habite à Lyon, Lyon va distribuer gratuitement des masques. J'ai des collègues qui sont en campagne, qui ont reçu des masques dans des enveloppes qui ont été partagées. Si réellement la volonté générale ce soit de guérir les gens, de faire en sorte qu'ils aient des masques, etc., on n'interdirait pas une distribution gratuite en plein centre de Paris. On l'encouragerait, on l'encadrerait. La seule raison à ça, c'est que, bien évidemment, c'est pas voulu. C'est dire, c'est comme dans un couple, excusez-moi de faire une petite parenthèse, c'est juste un petit peu pour que les gens comprennent. Dans un couple, vous avez une personne qui est critiquée, et d'un autre côté, vous avez des gens qui apportent des solutions. Eh bien, c'est soit la personne qui est critiquée veut arranger les choses, à ce compte-là, elle prend les solutions qu'on lui suggère, soit elle dit ça non, ouais mais il faut faire ça, oh non, au final c'est que la volonté de cette personne c'est pas d'arranger les choses. Si on lui dit écoutez des masques il en faut, ok moi je vais en construire et je vais en distribuer, non. Non, mais c'est vrai que sur les 100 kilomètres, merci Nadir de nous avoir appelé. C'est vrai que sur les 100 kilomètres, il y a beaucoup de questions, Jean-Luc Benamias. Vol d'oiseau. Un vol d'oiseau, absolument. Ça va être très rigolo le calcul. Les questions ont été quasiment résolues quand dans une région ou un département, ça dépasse 100 km, on peut aller au-delà de 100 km. Tout ça, c'est un certain nombre de réglementations. Là, on est dans le cadre de ce qu'on a déjà discuté, de directives, d'administration, qui, je ne sais pas pourquoi elles font ça. C'est totalement incompréhensible. Parce qu'ils n'ont pas une prise sur le réel, ils n'ont pas une notion du réel. Ils vivent quand même les mêmes vies que nous, normalement. Enfin, je pense, peut-être pas tous d'ailleurs, mais voilà. Bon, moi, je crois de toute façon, tout ça dans les c'est pour se couvrir. Ces choses-là vont changer. Et je voudrais rajouter, en dehors des bars et des restaurants, parce que moi, je pense à la période de juillet-août, vous l'avez compris. Enfin, à un moment donné, on a un système d'accueil des touristes qui est un accueil notamment en camping, des petits campings, des grands campings. Il va bien falloir se poser la question, sinon, encore une fois, des centaines de milliers d'emplois ne seront pas pérennisés, il y aura du chômage énorme, alors que il y a des règles, on les connaît maintenant, et je le redis encore une fois, 95% de nos concitoyens, qu'ils soient d'origine, quelles que soient leurs origines, respectent les règles que j'appelle moi le confinement sanitaire, de règles de distanciation sanitaire. Bon voilà, on doit arriver dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, à ce que une certaine reprise de l'activité économique et sociale et environnementale dans le pays continue. Et je rajouterai une chose, c'est que heureusement on arrive vers ça, mais dans un certain nombre de départements et de régions, on va pouvoir recommencer à aller se balader en montagne, à se balader en forêt. C'était quand même un règlement totalement idiot, quoi. Je veux dire stupide. Les plages, les forêts. C'était totalement, c'est l'anti-santé par excellence, quoi. Mais c'est parce qu'il ne fallait pas créer la tentation. Il faut voir un peu, on est en train de passer dans une dystopie du contrôle et de la flagellation totale. C'est-à-dire que c'est Castaner, le ministre de l'Intérieur, c'est un monde parallèle où c'est vraiment, si on veut aller à l'inverse de l'utopie, c'est quelque chose qui, le monde, mais qui irait mal. Il y a la Servante écarlate que je prends souvent en modèle, parce que c'est vraiment ça. On est dans un monde où on empêche, on est dans un monde où on contrôle et où la tentation est mauvaise, notamment celle de rencontrer ses amis, tout ce qui fait du bien, les bars, les cinémas, les restaurants, les théâtres, tout ça est fermé. Il n'y a plus que le travail et l'école, et c'est tout. Et les plages sont tentatrices. Malheureux, il ne fallait pas les ouvrir. Il y a une culture, c'est très juste. Même tentatrice. Même les églises. Les églises ouvrent. Oui, les églises, il faut les ouvrir. Les églises. Non, mais parce que c'est intéressant. Non, mais il y a une culture de la punition, il y a une culture judéo-chrétienne de s'épanouir, de souffrir. La rédemption par la souffrance. De fermer les plages et les forêts, aucune. C'était ridicule. Oui, ridicule. C'est intéressant de voir que M. Castaner a dit que voilà, on peut prier chez nous et ne nous emmerdez pas parce que c'est pas laïque, etc. Donc il faut pas en parler. Donc mais sur ce, est-ce que le vrai déconfinement finalement ce sera pas le ne sont pas vraiment des quoi, des vrais croyants? Peut-être, ça fait du bien.
Non, mais le vrai déconfinement. Est-ce que le vrai déconfinement, ça va pas être dans 15 jours quand on aura vu comment se comporte le virus et est-ce que le gouvernement finalement n'a pas raison d'être prudent? Le vrai déconfinement, c'est quand on aura fini avec ces règles de l'empêchement. C'est quand l'espace sera redevenu libre, que les restaurants auront pu ouvrir de manière normale. Et c'est pas tout de suite, malheureusement. Ce que je crains. Mais vous croyez que le gouvernement fait ça pour vous emmerder? Je prends un gros mot, mais oui, en partie. Vous croyez que c'est fait pour emmerder les Français? Les plages et les forêts, c'était pour emmerder les gens, pour dire n'y allez pas. Non, c'est la peur. Non, attendez, ils sont tous, si j'allais dire, je vais pas dire populistes, mais ils n'ont qu'une envie, c'est d'être populaires. Donc ne me dites pas qu'ils sont en train. Ça, ils font tout ce qu'il faut pour ils passent à côté. Alors si c'est leur envie, il faut donner des cours, parce que franchement, c'est raté. Ils sont partagés entre l'idée de faire plaisir, enfin entre guillemets, d'être populaires et qu'ils soient appréciés pour ce qu'ils font, et partagés entre ça et la peur terrifiante d'avoir des procès. Vous vous rendez pas compte, Alexis, ce qui se prépare comme procès. Et donc, en fait, voilà, ils essaient de maintenir. En plus, ils ne tiennent pas. Alors, ce qui est vrai aussi, ils ont très peur de révolte sociale. Ils ont l'impression de ne pas tenir les gens. Et donc, ils ferment ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, c'est beaucoup plus grave que ça parce qu'on a un État qui a peur. Sophie, qui a peur. Oui. Matteo Ghisalberti. Ça me rappelle les fresques et les œuvres d'art qu'on retrouve dans les cathédrales françaises du Moyen-Âge où on décrivait le jugement dernier en faisant peur aux chrétiens parce qu'ils devaient ne pas déroger aux règles. Oui, c'est ça. Il y a deux choses par rapport à ça. Être élu. Italienne aussi, les églises. Et Jean-Luc pour en parler, mais être élu, c'est accepter la responsabilité qui va avec. Après, il y a une judiciarisation qui est trop de procès qui arrivent. Bon, peut-être qu'il y a un problème aussi dans la façon de faire, mais n'empêche qu'on ne peut pas échapper à sa responsabilité. Ça va de pair avec la fonction élective. C'est comme ça, il faut faire avec. Après, mais vous abordez des mauvaises décisions, c'est un choix personnel. On peut aussi prendre des bonnes décisions. Pourquoi Oui, c'est le vrai sujet. Au moment où on aurait pu. Enfin voilà, donc ils sont responsables de leurs mauvaises décisions. Alors c'est le vrai sujet que vous abordez. Alors on va voir. D'être fâchés contre eux parce qu'ils ont fait des bêtises et des mauvais choix. Mais est-ce que ce sont les seuls à avoir fait des bêtises? Je vous pose la question. On va revenir sur ce sondage qui est publié aujourd'hui par le Parisien. Pourquoi les Français sont-ils les plus critiques d'Europe? Est-ce que la gestion a été pire ici plutôt qu'en Espagne ou en Italie? On va y revenir avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff en pleine forme dans tous ses états. On est avec Sophie de Menton, Alexis Poulain, Jean-Luc Benamias et Matteo Ghisalberti. Une majorité d'Européens estiment que leur gouvernement a été à la hauteur de la situation pendant la crise du Covid. Et les 2/3 des Français, eux, pensent l'inverse. Seuls 34% d'entre eux ont une opinion favorable de l'action de l'exécutif. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro. Dans le même esprit, hier, c'était un sondage IFOP pour le JDD et Sud Radio. Près de 50% des Français indiquent contre la lutte contre le chômage et contre la précarité devrait être tout à fait prioritaire et un niveau de défiance assez important qui laisse peut-être présager d'une nouvelle crise sociale. Alors, est-ce que les Français sont un peuple de râleurs, des Gaulois réfractaires? Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'on a été pire que les autres? Est-ce que notre gouvernement a été pire que les autres gouvernements? Alors, si vous permettez, Valérie, on a été plus en retard que les autres, ça c'est vrai. Et oui, notre peuple est pire que les autres, entre guillemets, entre les gens du Sud. Attendez. Non, mais entre les gens. Attendez, Sophie, exprimez-vous, puis après. Oui. On est entre le sud du pays et le nord du pays. On est finalement un ramassis d'Europe. Et c'est vrai que nos tempéraments sont extrêmement différents. On peut dire un Suédois est un Suédois. Un Français, c'est compliqué. Donc, il y a, oui, un tempérament râleur. Enfin, on le sait depuis toujours. Mais au-delà de ça, nous avons une vraie problématique gouvernementale, ce besoin d'État, ce rejet d'État en même temps qui est trop présent. On lui demande tout, on veut tout, on trouve qu'il est trop là. On a des contradictions énormes qui sont également tout à fait compréhensibles, ces contradictions, quand on voit la façon dont l'administration, le pouvoir administratif, le pouvoir de dire non échappe même à des ordres ministériels. Et donc, je pense qu'il va falloir réformer notre pays, non pas réformer l'État, entre guillemets, mais réformer la façon dont il est dirigé,
c'est fondamental, y compris réformer la Constitution. Je pense que cette crise a mis l'accent sur l'incapacité qu'on avait à vraiment adopter des mesures acceptées par la population, des mesures qui sont répertoriées. Oui, mais quelles qu'elles aient été, est-ce que ça aurait... Parce que le sondage est assez frappant. Hein. Estimez-vous que le gouvernement, face à l'épidémie, a pris la mesure de la gravité? 54% des Français répondent non, là où 37% des Européens répondent non. Donc 54-37, c'est important. A dit la vérité aux habitants, 75% des Français pensent qu'on leur a menti, contre 53% des Européens. Ben oui. Mais parce que peut-être Mathéo. Il faut arrêter de dire que les Français sont des râleurs ou les traiter comme des enfants. Non, les Français sont adultes, ils sont extrêmement responsables dans la façon dont ils font cette crise, mais ils ne sont pas dupes. Ils ont affaire à des gouvernants lamentables, qui sont menteurs, qui sont dissimulateurs, qui ont été en dessous de tout face à cette crise, qui sont des technos, qui sont là pour saper l'État depuis des années. Je ne parle pas seulement de la clique à Emmanuel Macron, mais qui sont des gens qui sont là parce que depuis toujours, on leur dit qu'il y a trop d'État, que ça coûte trop cher, qu'il faudrait faire autrement, mais qui sont incapables en même temps de faire confiance au privé. Quand les entreprises étaient là pour commander des masques, pour leur dire « moi j'ai des filières », aucun message n'a été entendu. Personne n'a répondu aux entrepreneurs qui étaient là pour dire à l'État « je veux vous aider, je veux vous commander des masques ». Donc ils sont nuls. Donc c'est normal que les Français les trouvent nuls. Voilà, c'est clair. Peut-être qu'on peut écouter Matteo Ghisalberti par rapport aux Italiens. Pardon, j'ai failli vous insulter en vous traitant d'Espagnol. Non, c'est pas un insulte. Non, mais... Alors, il ne faut pas se tromper parce que le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, n'a pas finalement cet soutien populaire qu'on voudrait faire croire. Il faut dire aussi que certains instituts de recherche ont révélé qu'en réalité, sa popularité est inférieure à 50%. Par exemple, Euromedia Research. Il faut dire aussi que l'information a été très corsetée en Italie pendant le confinement. Et on a fait peur, exactement comme on a fait en Italie, après avoir commis comme on a fait en France, après avoir commis toute une série d'erreurs de communication et de information au public. Il faut dire aussi que le porte-parole du gouvernement en Italie est un ancien candidat de la première édition du Love Story italien. Mais bon, ça c'est pour dire que on fait de la communication en faisant peur aux gens et sans aider les entreprises. Donc, en réalité, je pense que c'est quelque chose de très partagé avec les autres pays et surtout parce que des deux côtés des Alpes, on a mélangé la politique avec une urgence sanitaire. On l'a pas vu arriver. On a fait des calculs politiques, notamment en prévision des municipales en France. Et on n'a pas aidé les gens. C'était flagrant. Le premier conseil des ministres qui s'occupait de la crise sanitaire, qu'est-ce qu'il en sort? C'est le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ils n'en avaient rien à foutre de cette crise sanitaire. Ils étaient dans leurs petits affaires. Ça a été annoncé en catimini. C'est pareil. Alors, voilà, la preuve est là. Jean-Luc Benamias. Moi, je ne connais pas beaucoup de pays au niveau européen où, pendant le Covid-19, en pleine crise, la ministre de la Santé démissionne pour aller se présenter aux élections municipales à Paris. Alors là, c'est fort, effectivement. Ça, c'est vrai. Là, c'est un peu fort. Je ne connais pas beaucoup de pays au niveau européen où, quand le président parle, il n'a pas prévenu ses ministres, je pense à M. Blanquer et à d'autres, qu'il allait dire un certain nombre de choses. Et donc, effectivement, la confiance des Françaises et des Français, elle a disparu au fur et à mesure, avec autant de contradictions et souvent autant de mensonges. On arrive à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que, clairement, l'opinion publique en général, quelles que soient les sensibilités politiques, même à la République En Marche, même les gens qui continuent à soutenir la République En Marche, un certain nombre disent c'est pas possible, on a été abondé de contradictions, de complexité. Voilà. Et moi, je trouve que par rapport à cela, je le redis et je l'affirme, le peuple français, nos concitoyens, se sont très bien tenus. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, il y a une vraie question, parce que quand on entend ça, et pourtant, je suis plutôt macroniste, j'ai été en tout cas. Vous avez raison. Vous avez raison là-dessus. Les constats, ils sont absolus. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire maintenant pour que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que j'ai l'impression que le système de la ligne de passation de pouvoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Arrêtez de mentir, les défaillances. La monarchie républicaine, arrêtez de mentir, Alexis.
une dissolution. Mais est-ce que c'est du mensonge ou de l'incompétence? Est-ce que c'est du mensonge ou de l'incompétence? C'est plus un mix des deux. Et les deux. Le mensonge vient de la compétence, en fait. Et donc, on se couvre en mentant. Mais ils ont perdu tout le monde. Effectivement, même les soutiens sont là à se dire, mais comment on peut encore faire confiance à la parole d'une porte-parole qui dit n'importe quoi? Et comment on s'en sort, là? Comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? L'idée, c'est simple, faire une Chirac, une dissolution, et puis après un gouvernement de cohabitation. Et là, Emmanuel Macron s'en parle. Mais la cohabitation, avec qui? Avec Manuel Valls Alexis vient de le dire. Jean-Luc Benamias. S'il y a dissolution et qu'il y a une nouvelle Assemblée nationale, on voit comment elle est composée et on voit quel est le gouvernement qui en sortirait. Voilà. Ça répond pas à tout. Hein. Parce que moi, je pense qu'il faut aller vers une 6e République de toute façon à un moment donné. La Constitution et la monarchie républicaine. Ça ferait du bien à tout le monde en France d'avoir une 6e République. Oui. Je crois qu'on ne peut plus avoir cette constitution avec effectivement ces 5 ans et un président qui est régalien. Je crois que c'est effectivement fini. Voilà. C'est fini aussi pour nous aujourd'hui. On est tous d'accord. Avec Sophie, avec nous. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est André Berkoff que vous allez retrouver en pleine forme, j'en suis certaine. Très bonne journée sur Sud Radio. Nous, on se retrouve demain. Au revoir à tous.